Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance d'algèbre linéaire. On est donc dans le dernier chapitre d'algèbre linéaire du programme de première année consacré aux matrices en algèbre linéaire. On a traduit dans la partie, dans la séance d'avant, on avait traduit la relation y égale u de x avec des matrices. On avait exploité cette relation pour étudier la bijectivité d'une application linéaire. Dans grand E, on va traduire matriciellement une opération entre applications linéaires. Pour l'instant, la seule opération que nous avons traduire, c'est l'application d'une application linéaire à un vecteur. On ne sait traduire que y égale u de x. On aimerait faire mieux. On aimerait en particulier savoir si on ajoute des applications linéaires ou si on compose des applications linéaires, qu'est-ce qu'il advient de leur matrice associée. Eh bien, c'est la proposition numéro 2 qu'on va écrire. Soit donc deux applications linéaires, l'une qui va de E dans F et l'autre qui va également de E dans F. Le concept, c'est de les ajouter et de les multiplier éventuellement par un scalaire alpha appartient à K. Alors, on admet aisément, on ne démontrera pas cette proposition, que la matrice de leur somme dans les bases BE et BF, c'est la somme de leur matrice. Et que la matrice du produit alpha U, eh bien c'est alpha fois la matrice de U. Donc ce sont des abus qu'on aurait eu tendance à faire sans autorisation. Et bien à partir de maintenant, vous avez le droit de le faire avec autorisation. Ça se démontre assez facilement. Il suffit de revenir au... il faut utiliser la proposition d'avant, y égale u de x. C'est celle-là qui permet de traiter cette chose-là. Il faut traduire u de u plus v, le tout de x, égale y, en u de x plus v de x égale y. Et en coupant en deux, ben, vous avez immédiatement la relation qui sort. Idem pour la deuxième. D'accord? Alors, cette chose-là permet donc de traduire les opérations d'espace vectoriel de l'ensemble des applications linéaires de E dans F grâce à des matrices. Donc c'est super pratique. On vient de traduire le plus et le point externe, la multiplication d'espace vectoriel. Alors, petit corollaire de ça, eh bien c'est que maintenant, si je crée l'application qui a une application linéaire, associe sa matrice. Alors c'est math ici, hein. Math. Donc, créons psi qui va de L de E dans F dans MNP de K. Donc là, on commence à avoir des applications qui commencent à être un petit peu complexes. Hein. C'est une application qui agit sur les applications linéaires et qui renvoie une matrice. Je vous rappelle que grand E est de dimension P, que grand F est de dimension N. C'est pour ça qu'ici, on a ces indices-là. Donc, à une application, on associe sa matrice. C'est assez naturel. Et on aimerait de voir le lien qu'il y a entre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Eh bien, regardez ce qu'on a fait avant. En fait, ce que j'ai surligné ici, ça va démontrer la linéarité de psi. Psi est une application linéaire grâce à ce qui précède. Par ailleurs, à toute matrice quelconque de MNP de K, eh bien, on peut associer une unique application linéaire. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez la matrice, vous avez les vecteurs colonnes qui ont des coordonnées données. Donc, si vous avez les vecteurs colonnes, vous avez l'image d'une base. Or, rappelez-vous, dans le précédent chapitre, j'avais dit toute application linéaire est uniquement définie de manière unique grâce à la donnée de l'image d'une base. Eh bien, voilà. Si vous avez la matrice, vous avez l'image d'une base, donc vous avez une unique application U associée. On vient de démontrer la bijectivité de psi. Donc, psi est une application linéaire bijective, donc c'est un isomorphisme. Et alors ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à affirmer une question que m'avait posée Simon il y a quelques semaines, et j'avais dit je le ferai plus tard, de trouver la dimension de l'ensemble des applications linéaires. On n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais fait parce qu'on n'était pas encore trop prêt à ça, et je pense que ce chapitre s'y prête bien. La dimension de l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans F, c'est le produit des dimensions de E et de F.
Alors, comment est-ce que vous feriez pour trouver, exercice numéro 1, une base de cet espace vectoriel? Donc, réponse à l'exercice numéro 1, effectivement, après notre discussion non enregistrée, c'est que vous avez ici psi qui transporte la structure vectorielle de L de E dans F dans MNP de K, et psi-1 qui transforme la structure de MNP de K dans L de E dans F. Donc l'idée, c'est de prendre la base canonique de MNP de K, qu'on connaît tous, qu'on appelle EIJ, et on lui applique psi-1. Donc, déterminer une base de L de E dans F, eh bien, c'est la famille des psi-1 de EIJ avec I et J, donc avec I appartenant à 1P, à 1N, pardon, et J appartenant à 1P. Donc plus précisément, donc la base qu'on cherchait, c'est la famille des psi-1 de EIJ. Donc pour être bien précis, donc on cherche des applications linéaires dont la matrice dans les bases de E et de F soit une matrice qui a en ligne I et en colonne J et des zéros partout. Cela signifie donc de U de EJ égale FI et que U de EK égale 0 pour tout cas différent de J. Voilà. Donc c'est ça la base canonique de L de E dans F. Elle n'est pas très explicite, pas très agréable, mais en tout cas, on vient de la construire par un transfert de structure vectorielle. Proposition numéro 3. Après s'être occupé des opérations d'espace vectoriel, on va s'occuper de la dernière qui nous reste, à savoir la composition des applications linéaires. Alors pour ça, j'ai besoin d'un troisième espace vectoriel puisque je vais avoir U qui va de E dans F et V qui va de F dans G. Donc soit de plus un KEV grand G de dimension finie. Et on le munit d'une base BG. On se donne deux applications linéaires, l'une de E dans F, l'autre de F dans G, et on a envie de les composer. Eh bien, voilà la proposition très importante qui va apparaître. C'est que la matrice de leur composé, c'est le produit de leur matrice. Donc, la démonstration de cette proposition qu'on n'a pas le temps d'écrire, on va juste la commenter. Donc, ce qu'on veut faire, c'est donc traduire cette ligne matricielle en une ligne qui concerne les applications linéaires. Donc, je prends un x dans E, dans l'espace de départ de U. Grand X, sa matrice canoniquement associée dans la base BE. Et donc, on veut traduire cette égalité-là en matrice. Eh bien, regardez, première étape, à gauche, on traduit ça par mat de G de F de Véron U fois grand X. Et à droite, comme c'est une application appliquée à un vecteur, eh bien, on prend la matrice de l'application appliquée à la matrice du vecteur. Et pour appliquer les deux, eh bien, vous voyez ici une multiplication qui apparaît. Puisque ça, c'est un vecteur colonne. Hein. Ça, c'est un vecteur colonne. Mat de U de X dans BF, c'est un vecteur colonne. Voilà, donc après, on retraduit la matrice intérieure par un produit matriciel fois grand X. Et après, on dit que puisque cette matrice fois grand X égale cette matrice fois grand X et que c'est vrai pour tout X, alors ça, on avait vu dans un vieil exercice aussi qu'on avait lorsqu'on avait fait de l'algèbre linéaire, eh bien, on peut simplifier les grands X. On avait vu ça lorsqu'on avait fait le chapitre sur les matrices. On avait démontré que une matrice était inversible si et seulement si elle avait un inverse à droite et un inverse à gauche. Et il y avait un lemme. Et bien là, on réutilise ce lemme. Alors, ce lemme qui disait si Cx égale Dx pour tout x, alors C égale D, eh bien, on l'a démontré en fait dans ce chapitre plus simplement. À partir du moment où vous avez deux matrices qui appliquées à n'importe quel vecteur colonne sont égales, ça veut dire qu'elles représentent la même application linéaire. Donc, puisqu'elles représentent la même application linéaire, alors ce sont des matrices égales. Voilà, par bijectivité de psi. Voilà. Donc, on vient de démontrer ce truc-là et on peut l'utiliser dans beaucoup d'exercices. Alors, regardez donc le petit schéma que je vous propose de faire pour que vous ayez bien en tête ça. On va voir ça tout à l'heure quand on va changer de base. Rappelez-vous, donc en début d'année, je parle souvent des schémas fonctionnels, des schémas de composition. Donc, à x, j'associe u de x. Et puis, à u de x, j'associe v de u de x. Eh bien, pour traduire la transformation
entre x et u de x, en matrice, on multipliera par une matrice. Et de même ici, puisqu'on applique V, on multipliera par une matrice. Ici, il manque des choses. Hein. Ici, c'est mat de BE, BF de U. Ça, c'est mat de U relativement à BE, BF. Et ici, c'est mat de V relativement à BF, BG. Si vous retenez ce schéma, vous retenez la proposition. Parce que vous allez voir que donc, pour aller de là à là, on multiplie cette matrice et cette matrice. Alors, attention à l'ordre. Quand vous faites V rond U, ben vous multipliez à gauche par la matrice de V et à droite par la matrice de U, ce qui est assez logique. Il ne faut pas s'embrouiller, hein, c'est le même ordre. C'est exactement le même ordre. Donc, dans la proposition, ça ne vous a pas choqué d'ailleurs tout à l'heure, je pense. Vous voyez là, hop, vous aviez V à gauche, U à droite, V à gauche, U à droite. La seule chose qui peut-être vous a choqué et qui est difficile à retenir, ben, je ne sais pas, hein, peut-être pas difficile, mais qui est un petit peu délicat, c'est que regardez les bases, il y a un petit mix qui se fait. Hein. Ce n'est pas une relation de Chasles hein, sur les bases. Ici, vous avez E dans G, et ici, vous avez E dans F, puis F dans G. Vous voyez, les BF, elles ne sont pas du tout collées l'une à l'autre comme dans la relation de Chasles. Donc, ou vous apprenez ça par cœur, ou alors, vous retenez bien l'histoire de l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de U et de V, et dans ce cas-là, les bases, elles coulent de source. Voilà, donc j'ai dit à retenir. Bah, effectivement, c'est moyen mnémotechnique, mais qui paraît quand même assez simple à gérer. À savoir que la matrice d'une somme d'endomorphismes, c'est la somme de leur matrice. Je le fais sur les endomorphismes ici, parce que vous allez voir que c'est très souvent sur les endomorphismes qu'on travaille pour pouvoir les composer. Donc en fait, dans ce cas-là, la formule se simplifie quand même pas mal, puisque si BE égale BF et si BF égale BG, alors là, tout se passe super bien. Dans le cas où BE égale BF et BF égale BG, il n'y a plus qu'une seule base en cause. Alors, on fait un petit exercice ensemble, qui va même me mettre sous forme de proposition. C'est l'exercice numéro 7. Vous vous rappelez que dans le chapitre précédent, on s'intéressait à caractériser des projecteurs, des symétries et des homothéties. Et on avait donné dans le chapitre numéro 1 une caractérisation des projecteurs, qui en général vous plaît bien. Elle vous plaît tellement que vous en oubliez souvent la définition d'un projecteur. Alors maintenant, on va réfléchir avec les matrices que ça donne. Et peut-être que ça va nous donner un outil magnifique pour démontrer très rapidement que P, une application linéaire de E, un endomorphisme de E, est un projecteur. Donc je vous laisse compléter ces 3 lignes et on en discute dans quelques secondes. Donc évidemment, vous aurez noté ici c'est symétrie, hein, ce n'est pas projecteur. Alors qu'en pensez-vous ? P carré égale P. Vas-y. P carré égale P. Exactement. Parce que rappelez-vous que la caractérisation des projecteurs, c'était P rond P égale P. Donc en matrice, le rond se traduit par une multiplication. Donc P carré, grand P carré égale grand P. C'est la caractérisation matricielle d'un projecteur. Donc ça, vous voyez, ça va être super facile de démontrer qu'une application est un projecteur maintenant. On calcule le carré de la matrice associée et on regarde si on retrouve la matrice de départ. Pour les symétries, qui nous le dit ? C'est S rond S égale l'identité. Enfin, S carré égale l'identité. Voilà, petit s rond, petit s égale l'identité, ça se traduit par grand S carré est égal à, alors I indice N. Si on avait appelé P, hein, on avait appelé P la dimension de E. Puisqu'on avait appelé P la dimension de E, ça fait caractérisation S carré égale IP. Donc quand vous multipliez la matrice par elle-même, vous devez avoir l'identité. Génial. Et pour une homothétie ? C'est lambda fois la matrice d'identité. Eh bien voilà. Et alors pour une homothétie, en fait, ça se voit tout de suite. Parce qu'une homothétie, en fait, pour être une homothétie, forcément, ma matrice, elle doit ressembler à lambda identité. Donc tout de suite, ça va se voir. Pour les homothéties, ça ne peut pas être caché. Par contre, pour les projecteurs et pour les symétries, ça peut se cacher, évidemment.
où P, c'est la dimension de grand E. Hein, d'accord? Alors, bien sûr, hein, vous êtes en droit de vous dire, monsieur, pourquoi vous ne nous aviez pas donné ça plus tôt? Ben, désolé. Ce n'est pas du sadisme, hein, c'est de la pédagogie. Peut-être qu'il y a des corrélations entre les deux concepts, mais je me suis très mal placé pour juger de cette pertinence. Exemple numéro 8, binôme de Newton pour les endomorphismes. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Le binôme de Newton pour les endomorphismes? C'est pas possible. Le binôme de Newton, c'était pour les matrices, enfin, c'était pour les complexes, les réels, et pour les matrices, mais pas pour les endomorphismes. Eh bien si. Si on prend U et V, deux endomorphismes de E, et si on a l'idée, alors on l'avait fait ça une fois ou deux, mais on l'a très peu fait, de noter les composés comme des puissances. Alors ça, c'est un abus d'écriture qui est qui peut être très embêtant. On ne fait ça que lorsqu'on travaille avec des endomorphismes, sinon on ne le fait pas. Plutôt que de noter U rond U, eh bien on note U carré. Vous comprenez pourquoi maintenant? C'est que P rond P, tout à l'heure, ça se traduisait en matrice par grand P carré. Donc en fait, on a envie de penser la composée maintenant comme une multiplication. Mais attention, c'est un abus d'écriture. Et bien maintenant, si on écrit le binôme de Newton pour les matrices, compte tenu que psi est bijective, et compte tenu que le fois matriciel se traduit en rond sur les applications linéaires, mais comme le rond, on l'a noté comme les fois, eh bien vous avez cette égalité, c'est donc le binôme de Newton des endomorphismes. Mais attention, qu'est-ce que j'ai oublié? D'hyper important, comme hypothèse. Bah, que U rond V égale V rond U. Exactement. Donc rajoutez bien avant le binôme de Newton. Voilà. Parce que rappelez-vous, pour les matrices, il fallait que A fois B soit égal à B fois A. Voilà. C'était le binôme de Newton pour les endomorphismes. Un tonnerre d'applaudissements. Alors, on aborde maintenant la partie grand 2 de ce cours, qui est une partie fondamentale. Alors évidemment, comme toutes les parties des cours, mais celle-là, vraiment, autant sinon plus que les autres, puisqu'elle va être cruciale pour la suite de votre travail en algèbre linéaire. Alors, là, on a vu dans ce grand 1 que toute application linéaire et tout vecteur pouvait s'exprimer très aisément dans des bases données. Et la question que vous êtes en droit de vous poser, c'est comment est-ce qu'on choisit les bases? Par défaut, on choisit toujours les bases canoniques. Alors, les bases canoniques, ce sont des bases qui sont, d'un point de vue politique, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une base qu'on vous impose et qu'on vous fait passer comme étant le canon. On vous dit, oh ben, tout le monde, depuis des décennies, depuis des siècles, a travaillé avec ces bases. Donc, vous aussi, en tant que citoyen d'une civilisation scientifique, eh bien, vous allez reproduire exactement ce qu'ont fait les autres. Donc, il y a une sorte de pérennité, vous voyez, dans le canon. Mais en fait, ça a posé des gros problèmes dans l'histoire, ça. C'est qu'à suivre les bases des précédents, on a fini par croire que la trajectoire des planètes n'étaient pas des trajectoires simples, mais des trajectoires qui étaient en forme, je ne sais pas si vous avez déjà vu les dessins, mais la trajectoire de la Lune autour de la Terre, ça allait. On a toujours tout de suite vu que c'était presque circulaire. Par contre, Mars autour de la Terre, ça donnait des dessins d'ailleurs qu'on peut programmer sur Python qui sont assez intéressants et en deuxième année, je le ferai ça. C'était des dessins complètement gribouillés. Et donc, en fait, l'idée de Copernic, de Galilée et de toute cette école-là, ça a été de dire on va changer de base. Si on change, on passe de la base géocentrique à la base héliocentrique, alors d'un seul coup, les équations se simplifient. Eh bien, c'est le projet de ce grand 2. Donc, vous voyez, là, on est bien au-delà de l'algèbre linéaire. On voudrait changer de base et on voudrait voir, pour changer de base, qu'est-ce que ça a comme incidence sur les matrices.
L'année prochaine, on vous expliquera comment est-ce qu'on choisit les bases. Cette année, pour l'instant, on va déjà voir les formules de changement de base. Et puis, on va voir, lorsqu'on vous donne, on va vous donner les bases que vous obtiendrez tout seul l'année prochaine, qu'on appellera les bases de vecteurs propres. Et vous verrez que grâce, une fois que vous aurez ces bases-là, eh bien, vous allez trouver que les matrices qui, au départ, étaient totalement alambiquées, dans les nouvelles bases, elles vont se retrouver sublimement diagonales, par exemple, comme dans l'exercice que l'on a vu tout à l'heure sur les polynômes avec Romain. Voilà. Alors, voilà les notations. Donc, voilà le projet magnifique de ce grand 2. Et voilà les notations que je vais employer. Donc, on se donne toujours un espace grand E, cette fois, qu'un espace vectoriel de dimension n. Je vais appeler n sa dimension et non plus p. Donc, je change un tout petit peu mes notations. Ensuite, le plus important ici, c'est maintenant de prendre deux bases sur l'espace. Donc, muni de deux bases, B et B'. On va noter B1, B2, Bn, la première base, et je vais la qualifier de ancienne base. Ancienne au sens historique. La base d'avant. Et B' égale B'1, B'2, B'n, la nouvelle base. Je mets entre guillemets, mais pour qu'on comprenne bien le truc. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'ancien monde et le nouveau monde. Et on a envie de voir comment relier les deux. Alors, la première chose, c'est de voir de trouver la matrice de passage entre les bases. On va définir un nouvel objet qu'on va appeler la matrice de passage entre deux bases, B et B'. Alors, voilà la définition qu'on va écrire, et puis je vous explique d'où elle sort et pourquoi on a fait ce choix-là et quelle incidence il a sur les coordonnées de vecteurs. Alors, d'où vient cette définition? La matrice de passage de B à B', qu'on note P indice B flèche B', égale la matrice de B' dans B. Alors, la matrice de B' dans B, rappelez-vous, c'est la première définition du cours. B', c'est une famille. Donc, c'est la matrice d'une famille de vecteurs relativement à B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on écrit ça sous forme de matrice, c'est une grande matrice dans laquelle on lit en colonne les vecteurs B'1, B'2, B'N, et on les exprime en fonction de B1, B2, Bn. Faites ce petit schéma parce qu'il est fondamental. Ça, c'est le squelette de la matrice qui nous intéresse. Par définition des matrices de famille. Donc, on met en colonne les n nouveaux vecteurs et en ligne les n anciens vecteurs. Alors, si on y réfléchit, c'est logique de faire ça. Parce que pour pouvoir changer de monde, il faut pouvoir exprimer les nouveaux canons en fonction des anciens. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, il faut que vous traduisiez chaque nouveau mot en fonction des anciens mots. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait. On exprime les nouveaux vecteurs en fonction des anciens, de sorte, après, à remplacer tous les anciens par les nouveaux. C'est clair pour tout le monde? Donc, c'est dans ce sens qu'il faut créer la matrice de passage. Donc, c'est très facile de créer une matrice de passage. Je vous donne, alors en général, la matrice ancienne, la vieille matrice, c'est toujours la base canonique. Et la nouvelle base, c'est une base qui paraît pas adaptée au problème et qui, en fait, parce qu'elle va être bien choisie, astucieusement, eh bien, elle va être adaptée au problème, elle va simplifier énormément les calculs. Et donc, ici, je vais devoir vous donner dans tous les exos à chaque fois, parce que cette année, vous ne pouvez pas les trouver seuls, je vais devoir vous donner à chaque fois l'expression de ces vecteurs-là. Puisque je vous donne l'expression de ces vecteurs-là, je vais vous les donner dans la base canonique. Vous n'aurez qu'à prendre les coordonnées de ces vecteurs-là et les mettre en colonne. Quand vous mettez en colonne les vecteurs que je vous donne, eh bien vous obtenez la matrice de passage. Ça va? Pas trop difficile. Alors, ce qui est plus délicat à expliquer et qui va nous occuper dans la suite, c'est cette proposition numéro 4, assez bizarre. Alors, elle n'est pas spécialement importante à retenir, mais elle va expliquer les difficultés qu'on va rencontrer dans le grand B. Proposition numéro 4. La matrice de passage de B à B', c'est la matrice de l'application identité de E. Et alors, regardez en bas ce qui se passe.
avec pour base de départ B' et pour base d'arrivée B. Autrement dit, je suis en train de vous dire un truc bizarre, c'est que la matrice de passage de B à B', c'est la matrice de l'identité de la nouvelle dans l'ancienne base. Il y a eu un retournement là, en bas, qui est perturbant. Ce retournement, regardez, il est assez clair grâce au dessin que je viens de vous montrer. Regardez ce que je rajoute simplement dans la petite matrice que je vous ai montrée. Je mets des petits id là-haut. Vous voyez? Je dis que B'1, c'est id de B'1. Bon, ça va, j'ai le droit de faire ça. Alors maintenant, je réfléchis. Puisque j'ai mis id ici, ça veut dire que cette matrice, maintenant, elle représente l'identité. Parce que je suis en train de lire en colonne l'image d'une base par l'identité. Et je l'exprime dans une autre base. Donc ça, c'est la matrice d'une application linéaire. Et cette application linéaire, c'est l'identité. Et regardez, la base de départ, c'est B'. Et la base d'arrivée, c'est B. Ah ben voilà. Comprenez? Ça, on ne va pas en avoir besoin pour l'exemple 9 et l'exemple 10. On va en avoir besoin pour le grand B. Et donc là, je préfère que vous remarquiez tout de suite qu'il y a un petit bug. En tout cas, ce n'est pas un bug, mais c'est une surprise en fait pour nous. Alors on y va, on se fait l'exemple numéro 9. Vous allez voir, c'est très très simple. Là, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, exemple 9, je vous donne deux bases. La base canonique, comme promis. Alors, les bases, je les ai mises entre accolades ici. On peut les mettre entre parenthèses aussi, hein, c'est pareil. Si je mets entre accolades, c'est que. Alors, c'est plutôt entre parenthèses d'ailleurs. Mettez des parenthèses que des accolades. Parce que les accolades, c'est le symbole des ensembles. Et comme un ensemble n'est pas ordonné, ça laisserait entendre que mes deux vecteurs ne sont pas ordonnés. Donc, c'est des parenthèses là. Ils sont ordonnés. Donc, ça, c'est l'ancienne base, la base canonique. Et ça, c'est la nouvelle base. Donc, je l'ai choisi complètement au pif. Hein. 1, 1, 1, 0. Donc, je propose de passer de la base canonique à la base 1, 1, 1, 0. Voilà. B'1, B'2, B1, B2. Voilà. Le vieux canon, c'est le noir. Et la nouvelle base, c'est la rouge. Bon, c'est un peu dingue, a priori, hein, de faire ça. Parce que la nouvelle base qu'on obtient, là, elle est porte normale. Mais a priori, comme je suis un algèbre linéaire, j'ai le droit de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on prenait les nouveaux vecteurs, on les exprimait en fonction des anciens, et on mettait leurs coordonnées en colonne. Donc, on met en colonne les coordonnées de 1, 1. Voilà, c'est fait. Et après, on met en colonne 1, 0, c'est fait. Vous voyez? Donc, c'est hyper simple. La matrice de passage de B à B', c'est cette matrice. Alors, maintenant, ce qu'on n'a pas dit, mais qu'on va dire tout de suite, c'est qu'évidemment, la matrice de passage de B' à B, c'est la matrice de B dans B'. Et par la proposition numéro 4, ça veut dire que la matrice de passage de B' à B, c'est juste la matrice de l'identité, non pas de B' dans B, mais de B dans B'. Eh bien, en fait, c'est juste la matrice inverse. En fait, pour trouver la matrice de B' dans B, eh bien, vous faites l'inverse de la matrice de B dans B'. Ça, on peut le rajouter en corollaire, si vous le souhaitez. Hein, petite remarque, vous pouvez écrire juste après la proposition numéro 4, c'est que la matrice de passage de B vers B', c'est la matrice de passage de B' vers B, moins 1. C'est un corollaire immédiat de la proposition numéro 4. Et je pense que ça paraît logique. Hein. C'est bon. Donc maintenant, si je vous demandais la matrice de passage de B' à B, eh bien, il suffirait d'inverser la matrice d'avant. Donc pour inverser une matrice, je ne le refais pas ici, hein, on a des protocoles très classiques qui nous permettent de nous en sortir avec des résolutions du système linéaire. Bon, par contre, vous voyez que dans ce chapitre, on va devoir inverser des matrices. On va en avoir besoin. D'abord pour la bijectivité et ici pour changer de base, non pas pour aller des anciennes aux nouvelles, mais des nouvelles aux anciennes. Donc si on veut exprimer les vieux en fonction des neufs, on va devoir inverser la matrice de passage des neufs vers les vieux. Alors,
On aurait pu d'ailleurs trouver ces relations, je pense, assez simplement. Parce que regardez, B'2, c'était B1. Et B'1, c'était 1,1. Et donc 1,1, c'est quoi? C'est B1 plus B2. Donc, puisque B'1, c'est B1 plus B2, et puisque B'2, c'est B1, il suffit que je retourne ce système pour exprimer B1 et B2 en fonction de B'1 et B'2. C'est facile. B1, ben c'est B'2, et B2, c'est B'1 moins B1. Donc B'1 moins B'2. Vous comprenez maintenant pourquoi dans la matrice, on a ici un 0, 1 et un 1, moins 1. Donc parfois, c'est plus pratique de raisonner comme je le fais qu'en inversant la matrice. Mais quand c'est trop compliqué, on est obligé d'inverser la matrice. Exemple numéro 10. Alors celui-là aussi va être très important parce qu'on va faire un exo mercredi prochain sur les coniques et j'aurais voulu qu'on parle de ça ensemble. Donc, voilà ce que je dis. Je vous donne θ réel et je vous demande de me trouver la matrice de passage qui permet d'aller de 1, 0, 0, 1, donc la base canonique, dans B', qui est l'image de B par la rotation vectorielle d'angle θ. Donc voilà ce qui nous intéresse. On veut trouver la matrice de passage de la base noire à la base rouge. Donc on veut simplement exprimer B'1 et B'2 en fonction de B1 et B2. Faire des rotations, c'est déjà la première chose qu'il faut savoir faire lorsqu'on veut changer de base. Parce que si vous voulez passer de la base géocentrique à la base héliocentrique, vous avez certes une translation d'origine à faire. La translation, c'est facile. Mais après, vous allez avoir des rotations en 3D. Puisque rien ne dit que le plan de votre... Enfin, d'ailleurs, c'est bien le cas. Hein. Vous êtes d'accord que le repère géocentrique, il a des axes qui ne sont pas du tout parallèles au repère héliocentrique. Donc, en fait, il va falloir prendre le repère géocentrique, le translater, et une fois que vous l'avez translaté, vous allez devoir le tourner. Donc, c'est pour ça que je vais en train de parler de rotation. Alors, ça, on avait fait, avant de se quitter avant le confinement, on avait trouvé les matrices, vous vous rappelez? Que vous les connaissiez déjà. Vous savez tous que B'1, ce que vous avez fait en SI, vous le faites souvent, ça. B'1, vous savez tous que c'est B1 cos θ plus B2 sin θ. Donc, les coordonnées de B'1 dans B1, B2, c'est cos, sin. Donc, la première colonne de la matrice de passage, c'est cosine. Et puis vous savez tous, parce que vous avez fait de la trigo, que B'2, son abscisse c'est moins cos, c'est moins sin, pardon, et que son ordonnée, c'est cos. Donc on obtient ici ce qu'on appelle la matrice d'une rotation vectorielle, cos sin en première colonne, moins sin cos en deuxième colonne. Ça c'est la matrice de passage classique d'un vecteur, de la base canonique à la base B', image de B par la rotation d'angle θ. Ok. Je vous laisse faire l'exercice numéro 11. Donc l'exemple numéro 11, on se donne la base canonique des polynômes et la base canonique ici translatée de 1. Alors, on calcule en colonne l'image de 1. On regarde, on exprime 1, x-1, x-1 carré, x-1 au cube en fonction de 1, x carré, x cube. Et on obtient cette matrice avec des petites erreurs que je vous demande de corriger. La colonne numéro 2, il faut la multiplier par moins 1 et la colonne numéro 4 également. Certains ont repéré effectivement la transposée du triangle de Pascal. Grand B. Étudier les coordonnées d'un vecteur par changement de base. Déterminer les coordonnées d'un vecteur par changement de base. Alors, effectivement, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On a trouvé des matrices de passage. Très bien. Mais comment on va s'en servir? Eh bien, on va s'en servir pour passer de la matrice d'un vecteur dans l'ancienne base à la matrice d'un vecteur dans la nouvelle base. Et on aimerait savoir la formule, la relation qu'il y a entre x et x'. Alors, c'est là qu'on va tomber dans la difficulté qu'on a évoquée tout à l'heure. Si on ne réfléchit pas, on va écrire que comme la matrice de passage, elle va de B vers B', alors x', il s'écrit P fois x. Si on ne réfléchit pas, on va dire
les nouvelles coordonnées, c'est P fois les anciennes, puisque P permet d'aller des anciennes aux nouvelles. Eh bien, en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la matrice de passage, elle représente l'identité, mais avec B' comme base de départ et B comme base d'arrivée. Donc, si vous voulez multiplier cette matrice à droite par quelque chose, il faut la multiplier par une matrice en colonne, mais qui s'exprime dans B', parce que B', c'est le départ. Donc, ce qui va se passer, c'est que la matrice de passage, quand on va la multiplier par X', on va obtenir X. Et c'est ça le gros problème parfois. Je pense qu'il vaut mieux l'apprendre par cœur. Bon, là, je vous ai donné l'explication théorique. Après, il faut l'apprendre par cœur, quoi. Attention, attention. Donc, soit X dans E, on pose grand X la matrice dans l'ancienne base et grand X' la matrice de X dans la nouvelle base. Alors, les anciennes coordonnées s'écrivent comme la matrice de passage fois les nouvelles coordonnées. Alors, au-delà de la surprise que peut-être vous avez évoqué cette formule-là, en fait, comme on va voir dans l'exemple qui va suivre, cette formule-là, c'est exactement celle qui nous intéresse. Exprimer les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles, c'est ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on connaît le dictionnaire de passage entre l'ancienne langue et la nouvelle langue, donc on sait exprimer tous les nouveaux mots en fonction des anciens mots. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est remplacer tous les anciens mots par les nouveaux mots. Donc les anciennes coordonnées dans le vieux monde, on voudrait qu'elles disparaissent et qu'à leur place, il y ait les nouvelles coordonnées. Donc la relation je viens de surligner en bleu, là, c'est celle qu'on veut. Toutes les anciennes coordonnées, on pourra les remplacer par P fois les nouvelles. Et donc vous allez obtenir des nouvelles équations dans lesquelles il n'y a plus d'anciennes coordonnées, mais plus que des nouvelles coordonnées. Donc cette relation, c'est exactement celle dont on va avoir besoin pour changer de dictionnaire. Ok? C'est très fort ça. Hein? Alors, je vous donne un petit exemple en lien avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, quand je vous parlais d'astronomie, de cosmologie, eh bien voilà, c'est ce on va en parler ici. Mais bien sûr, à un niveau assez simple, puisque pour l'instant, on va travailler uniquement dans le plan. Application, on va essayer de trouver l'équation d'une courbe dans une nouvelle base. Donc voilà le problème que je vous propose. Le plan est muni de sa base canonique, B égale E1, E2. Donc E1, E2, évidemment, c'est la base canonique 1, 0, 0, 1. Là-dedans, on vient d'avoir on considère une courbe C, dont l'équation cartésienne, c'est x plus y carré égale 0. Je prends un truc très simple, hein, très très simple. Mais en fait, le projet, c'est de faire la même chose avec des courbes d'équations cartésiennes beaucoup plus compliquées. Eh bien, ma question, c'est déterminer l'équation de la courbe C dans la base image de B par un quart de tour direct. Donc, je reformule la chose. Je veux trouver l'équation de C, non plus dans la base canonique, mais dans la nouvelle base, qui est l'image de l'ancienne, par une rotation de pi sur 2, un quart de tour direct. Voilà, correction de l'exercice en question. Donc, on a une équation cartésienne de C dans la base canonique, et on voudrait l'exprimer dans la base image de B par la rotation d'angle plus pi sur 2. Donc, en fait, simplement, ça correspond à ça, transformer l'axe des abscisses en axe des ordonnées, et l'axe des ordonnées en axe des abscisses. Pas de rotation. On conserve le sens direct, vous remarquerez. Hein. Ça, c'est la base ancienne est une base directe orthogonale, orthonormale même, et la nouvelle aussi. Donc, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, ici, je conserve les angles. Le fait que je tourne, quand on fait des rotations de base orthonormale, eh bien, on obtient toujours des bases orthonormales. Donc ça, c'est important parce que si vous faites des changements de base n'importe comment, eh bien, par exemple, un cercle, ça pourrait devenir une ellipse. Donc, vous changez complètement la forme. Donc, si vous voulez ne pas changer la forme, il faut appliquer ce qu'on appelle des isométries. Donc, la rotation et les rotations en font partie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on trouve la matrice de changement de base, elle est très simple à obtenir. On applique la relation d'avant en imaginant bien que le vecteur grand X, c'est le vecteur en fait XY.
Et en remplaçant P de B, la matrice de passage de B à B' par ça, ce qu'on a trouvé avant, on obtient les relations. Et donc, en injectant les nouvelles coordonnées à la place des anciennes, on obtient la parabole usuelle. Autrement dit, on prend le dessin d'avant, ici. En fait, vous mettez dans la nouvelle base, donc vous tournez la tête, ça va vous rappeler des choses. Hop, vous tournez la tête, vous mettez dans la nouvelle base. Hop, je suis là. Voilà, la base rouge, maintenant, ça y est, c'est une base orthonormale directe. Là-dedans, vous dessinez la parabole usuelle. Eh bien, cette parabole usuelle, c'était celle que je cherchais. Ça, c'est C. Voilà. C'était ça, C. Et voilà. Alors, pour l'instant, je vais m'arrêter là pour les changements de base. Mercredi, on parlera de la matrice d'une application linéaire dans les bases. Mais j'aurais aimé ne pas aller trop vite parce que pour pas que vous mélangez les formules. Alors, comme deuxième application des changements de base, je voulais vous proposer une situation un petit peu inattendue. C'est les changements de base dans l'optique de réduire les systèmes différentiels. Donc, on peut le faire en exercice si vous le souhaitez, ou si vous voulez le mettre dans le cours, vous pouvez aussi. Hein, c'est une application assez classique des changements de base. Donc, l'application numéro 1, c'est réduire les coniques, comme on vient de le faire à l'instant. Et l'application numéro 2, c'est de réduire les systèmes différentiels. Donc, voilà le deal. On a deux fonctions x et y qui sont dérivables sur R et qui satisfont un système différentiel, mais un système différentiel croisé. Donc, pour tout t dans R, donc j'appelle t la variable d'intégration, de dérivation, x' de t, c'est 1/5 de 3x de t plus 4y de t, et y' de t, etc. Alors, ici, j'ai mis quelque chose qui appartient à R, on peut carrément le... Enfin, oui, vous pouvez le mettre, hein, mais en fait, je les ai supprimés du système différentiel pour qu'on puisse avoir face à nous un système qui est compact et qui puisse éventuellement nous faire penser au système linéaire. Évidemment, quand vous voyez ça, vous pensez au système linéaire. C'est comme un système linéaire dont le second membre, ça serait x' et y'. Et on est bien d'accord que ce qu'on cherche, c'est x et y. Donc on a bien envie, on voudrait isoler x et y de l'équation. Alors le problème, c'est que je vous rappelle que x' et y' sont des inconnus aussi. Donc on n'a pas le droit de résoudre le système différentiel, de dire « Ah ben j'ai trouvé x et y en fonction de x' et y'. » C'est absurde. X' c'est la dérivée de x, et y' c'est la dérivée de y. Bon, donc on est un peu coincé. Et donc on va quand même essayer de se dire où est-ce que peut nous mener notre intuition de penser au système linéaire. Donc la première étape, c'est de mettre ce système différentiel sous forme matricielle. Donc allez-y, ça c'est facile. Donc dès qu'on a le système différentiel sous forme matricielle, on appelle grand A la matrice du système linéaire associé. Eh bien, on va poser donc U le vecteur ligne XY et U' le vecteur dérivé, composante par composante. Eh bien, ce qu'on demande, c'est de démontrer, on va essayer d'étudier donc l'application qui transforme U en U'. Et l'application qui transforme U en U', elle est liée évidemment à ce système matriciel. Puisque là, vous avez U en colonne, et là, vous avez U' en colonne. Donc la matrice que vous avez ici, c'est la matrice d'une application linéaire. Eh bien, la question qui est demandée, c'est étudier l'application linéaire associée à cette matrice. Donc évidemment, quand je vous donne, on n'a jamais fait ça, hein, en général, je vous donne, on l'a fait une fois, je vous donne l'application linéaire, je vous demande de trouver la matrice. Là, je vous donne la matrice et je vous demande de trouver l'application linéaire. Alors ici, il n'y a pas d'ambiguïté sur les espaces sur lesquels on va travailler. Ce n'est pas une application de polynôme, ce truc. Hein. On pourrait dire, tiens, bah, ça transforme des polynômes en polynômes. Mais non, on va dire ça transforme des couples en couples. C'est une application qui va aller de R2 dans R2. Eh bien, on vous demande de démontrer que l'application qui est associée, que j'appelle petit s, qui est associée à grand A, eh bien, c'est une symétrie. Allez-y. Donc, voici la correction du début de l'exercice numéro 9, donc, qui consiste à réduire un système différentiel grâce aux techniques de changement de base. Hop, je vous affiche le truc. Donc, voilà où on en était. Le système a été mis sous forme matricielle. On a appelé grand A la matrice qui permet de transformer le vecteur colonne x', y'
en le vecteur xy, c'est plutôt l'inverse, le vecteur xy en le vecteur x', y'. Et si on introduit donc S, c'est l'endomorphisme de R2 canoniquement associé à grand A, alors on vérifie aisément que comme A carré vaut l'identité, on a donc S qui est une symétrie. Pour trouver ces éléments caractéristiques, je rappelle que nous devons chercher l'espace des invariants, c'est-à-dire l'espace des vecteurs, l'ensemble des vecteurs qui s'envoient sur eux-mêmes par l'application S. Alors, si maintenant on veut traduire ça d'un point de vue matriciel, eh bien, on va définir, donc on le définira un petit peu plus tard dans le cours de manière plus explicite, mais en fait, je pense que cette définition ne pose aucun problème. Le noyau d'une matrice, c'est l'ensemble des vecteurs colonnes qui, multipliés à droite de cette matrice, donne le vecteur nul. Donc ici, ce qui se passe, c'est que cette équation se traduit par celle-ci, et on vérifie aisément que donc, ça donne le noyau de A moins I2. On se retrouve avec un système de deux équations de deux inconnues qu'on résout très simplement. Ici, voilà. Et on vérifie bien sûr que le système n'était pas de Cramer. Vous avez une ligne, les deux lignes ici sont proportionnelles. Donc vous obtenez ici l'équation d'une droite. Donc ker de A moins identité est une droite vectorielle engendrée par 2,1 par exemple. En prenant x égale 2, y égale 1, on a évidemment une solution. Voilà. Lorsqu'on revient au noyau maintenant de S moins identité, n'oubliez pas de revenir en ligne pour être bien homogène. Ensuite, on cherche l'autre espace, c'est-à-dire celui parallèlement auquel on opère la symétrie. Et tout calcul fait, je vous laisse observer, mettre sur pause si vous le souhaitez. On obtient 1 moins 2 comme générateur de l'espace des solutions. Conclusion, S est la symétrie sur la droite vecte de 2,1 parallèlement à la droite vecte de 1 moins 2. Voilà, et bien ces deux espaces s'appellent des espaces propres. Donc ici, comme on a affaire à une symétrie, vous pouvez les trouver de manière autonome. L'année prochaine, lorsque l'application ne sera pas une symétrie, eh bien, on vous expliquera comment les obtenir. Voilà, et ceci étant raconté, eh bien, la fin de l'exercice consistera justement à utiliser ces deux vecteurs propres, que j'ai notés ici F1 et F2, de sorte à réduire le système dans une base plus adaptée, où on pourra pouvoir le résoudre sans peine.